Merci. Et merci surtout de m'avoir, ça marche, oui, invité pour donner ces deux conférences. Donc, deux conférences qui sont en quelque sorte un ensemble et où je vais tâcher de développer dans une géographie variable une conception de l'histoire à la fois de l'Inde et de l'océan Indien qui, j'espère, va parfois vous surprendre et aussi peut-être vous dépayser un peu. La moindre chose que je peux dire, c'est que si je faisais la même chose en Inde, ça aurait probablement le même effet. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude, et on le sait depuis très longtemps, de penser à l'Inde comme une civilisation, comme un espace fermé, avec une tradition très longue de pensée, de société, parfois résumée par des mots comme ce célèbre mot terrifiant de caste, qui serait donc une spécificité indienne, une distinction que faisait donc de l'Inde une société immobile, grande tradition qui remonte au moins jusqu'à Karl Marx, et puis en passant bien sûr par d'autres comme Max Weber. Alors que depuis au moins 50 ans, ou même un peu plus, les historiens s'efforcent à changer cette image d'un pays immobile, sans histoire. Et une des façons par lesquelles on est arrivé à changer les données, c'était justement en pensant à l'Inde, pas en tant que sous-continent, mais dans l'espace de l'océan Indien. Par exemple, en pensant à quelque chose comme les rapports entre l'Inde et la Chine. Ça, c'est un moment très célèbre qu'on connaît, qui a duré à peu près 30 ans, quand les empereurs chinois de la dynastie Ming ont envoyé des expéditions qui sont venues donc de la Chine, passant par l'Asie du Sud-Est pour ensuite nourrir des contacts à la fois avec le Bengale, l'Inde du Sud, et puis même le Golfe Persique et la mer Rouge. Mais il y a aussi beaucoup d'autres façons de faire. Et aujourd'hui, en fait, et aussi demain, je vais me concentrer sur un autre aspect, sur un autre espace, qui est plutôt l'océan Indien occidental. Et aujourd'hui, donc, je vais développer un lien, ou une série de liens, qui est celui entre le monde iranien et le monde indien, pour demain parler d'autre chose, qui est le rapport entre le monde de l'Afrique orientale et l'Inde. Et alors, comment faire et par quel biais? Là encore, on a donc, comme je vous ai dit, l'avantage d'avoir depuis au moins 40 ans, ou un peu moins, des réflexions portant sur un certain nombre de sujets très précis, et je vous explique un peu le biais par lequel je vais procéder. On a, dans les années 80, produit quelques livres, des points de vue un peu différents, portant sur la question de la circulation commerciale. Donc, vous avez ici deux ouvrages, plus ou moins parus au même moment, mais avec des points de vue assez différents. Celui de l'historien américain Philip Curtin, professeur à l'Université Johns Hopkins, qui a développé cette idée donc des rencontres entre les cultures en passant par le commerce et ce qu'il appelle, en utilisant bien sûr un mot qui a été, un concept qui a été développé par Abner Cohen, les diasporas. Donc, ces réseaux de marchands, on peut par exemple prendre le cas des Chinois d'outre-mer, on peut penser par exemple encore aux Arméniens et les Libaniens indiens ou les nouveaux chrétiens, les Maranes et ainsi de suite. Mais puis il y a cet autre ouvrage qui pour moi reste plus important, même si c'est moins connu que le livre de Curtin. Et c'est un ouvrage qui a été dirigé par deux de mes collègues. Je n'ai pas eu la chance d'étudier ni avec l'un ni avec l'autre, mais en quelque sorte, je me considère dans cette espèce de filiation avec ces deux savants français, Denis Lombard, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, et Jean Aubin, spécialiste surtout du monde iranien, du monde de l'Asie centrale. Ils ont donc développé cette notion
des réseaux des marchands et d'hommes d'affaires dans l'océan Indien, mais aussi dans la mer de Chine, pour démontrer autre chose que le développement de Curtin. Le développement de Curtin était en quelque sorte pour montrer jusqu'à quel point les activités marchandes pouvaient rester enfermées dans un espace, donc sans vraiment toucher les sociétés en général. Donc il y aurait pour Curtin une espèce de séparation très nette entre les sociétés continentales d'un côté et les réseaux marchands de l'autre. Tandis que le développement de Louis Lombard et de Jean Aubin allait un peu dans un autre sens, et c'est plutôt ce sens-là que je vais tâcher de développer et aujourd'hui et demain. Alors donc, je parle surtout aujourd'hui de cette région-là, l'océan Indien occidental. Et bien sûr, même si je vais me concentrer sur l'époque entre, en gros, le 15e et la fin du XVIIe siècle, il va de soi c'est pas à ce moment-là que les contacts entre ces deux régions ont commencé. On peut remonter, si on veut, jusqu'à l'époque des Achéménides. On sait qu'Alexandre le Grand, pour arriver en Inde, est passé par la Perse. Et donc, c'est évident que déjà à l'époque des Achéménides, il y avait des rapports culturels et même politiques assez considérables entre les États de l'Inde du Nord et l'Iran. Et par la suite, ça a continué. On sait qu'à l'époque, plus ou moins, de l'essor de l'islam, donc 6e, surtout 7e siècle, on peut, par exemple, voir ces liens qu'on connaît assez bien. À l'époque des derniers Sassanides, les derniers rois de l'Iran pré-islamique. Et à cette époque-là, on sait qu'il y avait toute une série de sites qui ont été examinés maintenant avec plus en plus de détails par les archéologues pour démontrer, par exemple, des produits indiens ou des objets commerciaux qui sont arrivés dans ce monde, la partie nord donc, du Golfe Persique, et qui démontrent bel et bien qu'il y avait un lien relativement fort entre l'Inde donc, occidentale et le Golfe Persique, avec cette région un peu mystérieuse entre les deux, cette région qui est peu développée d'un point de vue commercial, qui est plus ou moins le Makran, le Baloutchistan, etc. C'est une région dans laquelle il y a très peu de ports et très peu d'activités, sauf quelques activités des corsaires. Mais par contre, les deux côtés, c'est-à-dire d'un côté le Gujarat et le Deccan, que vous voyez à gauche, et puis cette région-là du Golfe Persique était déjà suffisamment liée, disons, au 7e siècle, et ça va continuer par la suite, parce que au début du 8e siècle, les premiers musulmans débarquent en Inde. Ils ont donc commencé à bâtir pas vraiment un empire, mais quand même des petites régions sous leur contrôle dans la région de Sindh. Et finalement, par la suite, au 9e, 10e siècle, etc., ce réseau va se développer. Donc là, vous voyez l'aspect du développement au 9e siècle qui va bien sûr dans la Méditerranée et dans la péninsule ibérique, conquis par les musulmans en 711-12, exactement au même moment quand ils débarquent dans l'Inde. Donc en fait, il y a une espèce de coïncidence chronologique entre l'arrivée des musulmans dans la péninsule ibérique et dans leur arrivée en Inde. Mais ce développement donc, va prendre une autre forme en Inde parce que les musulmans arrivant à l'VIIIe siècle vont pas vraiment réussir à faire une vraie expansion jusqu'au plus ou moins au Xe siècle. Donc il y a une espèce d'écart entre leur première arrivée et le moment de la consolidation. Et le moment de la consolidation donc, va se faire plutôt au Xe et par la suite à l'XIe siècle. Mais ça, c'est une expansion qui se fait par le nord et c'est surtout fait par les Turcs de l'Asie orientale et centrale. Et ces gens-là n'ont pas vraiment donc, un lien très fort avec le monde iranien. Et pour ça, donc, on a besoin d'attendre un peu.
Et là, je vais arriver lentement à mon époque, donc le XVe siècle. Mais pour vous dire qu'à cette époque, l'époque quand donc, il y avait présence musulmane, mais pas conquête musulmane en Inde, il y avait quand même des liens commerciaux qui se développaient entre le monde du Golfe Persique et l'Inde. Et le port le plus important, le centre le plus important, c'est, là vous voyez, Siraf, qui est ici, vous avez le site archéologique qui est développé. Siraf qui était donc lié avec ses centres intérieurs, notamment Shiraz et Firozabad. Et c'est donc par là que les liens, notamment avec le Gujarat et avec la région de Bombay, bien sûr Bombay n'existant pas, mais il y avait un autre port plus ou moins dans la région de Bombay qui s'appelle Thane. Et donc ce sont les centres qui sont liés avec le Golfe Persique pour le commerce notamment de chevaux et aussi des métaux précieux qui passaient par le monde iranien pour arriver en Inde. Et par contre, l'Inde étant plutôt une région qui exportait les textiles, les tissus et les cotonnades, qui passaient donc dans le monde iranien. Alors, celui qui a donc étudié ces choses d'abord, je reviens, donc c'était justement Jean Aubin. Il n'aimait pas écrire des livres, il était plutôt un spécialiste des articles. Donc, des articles parfois étaient de 90 pages ou de 130 pages, mais il n'aimait pas les livres. Mais dans ces articles, il a développé une série d'idées, par exemple sur les changements des routes de commerce, par exemple de Siraf à d'autres endroits comme Shilao ou de Khonjofal. Et puis, il a aussi développé quelque chose d'autre sur lequel je vais revenir, c'est-à-dire les changements qui se sont produits entre le XVe et le XVIe siècle avec la montée en Iran d'une nouvelle dynastie, la dynastie des Safavides, sur laquelle donc, je vais me centrer d'ici peu. Mais tout d'abord, Aubin a développé une thèse très intéressante sur les changements qui sont produits en Iran au XIIIe siècle à cause de la conquête mongole de l'Iran. La conquête mongole qui va se produire au milieu du XIIIe siècle. Il y a donc changement de dynastie, il y a beaucoup de turbulences dans le monde iranien. Et malgré cette turbulence, ce que Aubin nous démontre, c'est que le commerce continue et il y a un rapport plus ou moins continu entre ce monde du Golfe Persique et le monde indien. Mais avec quelques changements quand même. Donc, il y a une stabilité quelque part, mais aussi dans le détail, il y a des changements. Et parmi ces détails, il faut quand même insister sur un aspect, et c'est que, donc, là, vous voyez les centres qui étaient surtout impliqués avant la conquête mongole au XIIIe siècle. Donc, j'ai déjà parlé de Siraf, et puis il y a Fal et Khunj, qui sont liés donc, finalement avec Shiraz, qui est le grand centre à l'intérieur. Il y a Qes, qui est l'autre, qui est l'île, qui va aussi jouer un rôle capital à cette époque. Mais après la conquête mongole, ce qui va se produire, c'est quelque chose d'autre, c'est-à-dire l'essor d'un nouveau centre, un centre qui va devenir le centre dominant pour tout ce qui est le XIVe, le XVe siècle et même une partie du XVIe siècle, et c'est notamment le centre de Hormuz. Hormuz qui est donc, là vous voyez, qui contrôle plus ou moins ces détroits, ce qu'on appelle des détroits de Hormuz, justement, même aujourd'hui, qui sont d'une très grande importance stratégique. Souvent, les Iraniens et les Américains vont s'affronter autour de cette région-là. Mais donc, c'est une île, c'est le royaume s'appelle Hormuz, l'île s'appelle Jarun, et dans cette île, une île d'ailleurs désertique, très difficile, parce qu'il n'y a pas d'eau fraîche. Il faut faire venir de l'eau fraîche de la terre ferme. Donc, c'est une affaire un peu compliquée. Mais néanmoins, ça devient un centre d'une certaine importance commerciale et qui a l'avantage
qui est à la fois c'est lié avec l'Inde, c'est lié avec l'Iran, mais c'est pas vraiment sous le contrôle du monde iranien. C'est-à-dire, c'est pas les dynasties qui contrôlent le plateau iranien qui sont capables de contrôler cette île. Cette île va devenir donc un centre plus ou moins autonome avec sa propre dynastie. Et c'est cette dynastie, donc, au XIVe ou XVe siècle, va jouer un rôle assez important dans le cas par rapport à l'Inde. Donc, Hormuz, au XVe siècle, c'est un endroit dont on parle beaucoup. Tous les voyageurs qui sont passés par la région ont mentionné Hormuz. C'est un endroit assez pittoresque, où il fait extrêmement chaud pendant 3 ou 4 mois. Il y a même parfois des légendes portant sur Hormuz, sur comment, par exemple, les marchands sont obligés de dîner sur des tables où, en fait, ils sont entourés par l'eau. Parce qu'il fait tellement chaud que c'est insupportable si on n'a pas cette espèce de version primitive de l'air conditionné, de la climatisation qu'on fait construire à l'époque. Mais c'est aussi un endroit où, comme on le sait, il y a énormément de liens culturels. Donc, sans jamais être dominé par les villes du plateau iranien, mais il y a quand même un lien culturel avec des villes de l'intérieur, et notamment avec cette ville-là, un peu oubliée aujourd'hui, qui est la ville de Lar. La ville de Lar, qui aujourd'hui est considérée comme une ville assez secondaire, mais qui au XIVe, XVe siècle était très important. Comme j'ai dit, parce que si on regarde les manuscrits du XIVe, XVe siècle, il y a énormément de manuscrits qui ont des colophons de l'art. Donc ça veut dire qu'il y a une culture scribale très puissante dans cet endroit, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est-à-dire que l'art est à l'origine de ces choses-là. Ce sont des pièces de monnaie. Ils n'ont pas l'air, mais en fait, ça, c'est les laris. Et les laris, en fait, dominent l'océan Indien occidental au XVe siècle. Ce sont des pièces d'argent, mais avec cette forme un peu particulière qu'on n'a jamais pu expliquer pourquoi ils sont comme ça plutôt que des pièces rondes, comme on a l'habitude de voir. Mais ce sont des pièces qui, comme je vous ai dit, ont dominé l'océan Indien. Et même, par exemple, récemment, dans des fouilles archéologiques dans le Sri Lanka, dans le centre de l'île de Sri Lanka, on a trouvé des collections très importantes de laris, par exemple, du 15e, 16e siècle, ce qui démontre jusqu'à quelle extension ces pièces ont circulé. À une époque, d'ailleurs, le 15e siècle, quand l'argent n'est pas si facilement trouvable, il faut attendre le 16e, on le sait, pour que ça devient plus répandu à cause de Potosi et puis des mines japonaises. Alors donc, là, vous aviez le monde iranien, l'intérieur, un monde où il y a donc, comme je vous ai dit, les Mongols qui vont dominer pendant à peu près un siècle entre le milieu du XIIIe et le milieu du XIVe. Puis il y a d'autres dynasties, des dynasties donc timourides par exemple, qui sont les descendants du grand conquérant Temur de l'Asie centrale, mais puis aussi d'autres dynasties turcomans, comme ce qu'on appelle Akkoyunlu et les Karakoyunlu, deux dynasties qui ont donc lutté pendant le XVe siècle pour contrôler le plateau iranien. À ce moment-là, on va, pour la première fois, voir en Inde l'installation des Iraniens qui deviennent de plus en plus importants comme acteurs politiques. C'est-à-dire, il y avait, vous voyez, avant, des gens venant du monde iranien qui étaient là en tant que marchands. Par exemple, à l'époque de la domination de Siraf, ou même après avec l'essor de Hormuz. Mais ce qui est très particulier, surtout au XVe siècle, c'est que par rapport à une situation en Inde du Nord, où il y a beaucoup de musulmans qui dominent, mais qui sont pour l'essentiel des Turcs. Des Turcs venant surtout de l'Asie centrale et de l'Afghanistan, plus ou moins la région de Ghor et de Ghazna,
Ça, ce sont des Iraniens qui viennent s'installer, et surtout dans cette région-là. Donc la région de l'Inde centrale, qui est aujourd'hui en partie la province de Karnataka et un peu la province de Maharashtra. Donc c'est plus ou moins l'intérieur, si vous voulez, de Goa et de Mumbai. C'est dans cette région-là que ces Iraniens viennent pour s'installer et pour devenir des hommes de pouvoir assez importants, mais pas seulement des hommes de pouvoir, ce sont des gens assez compliqués. Mais je vais juste vous donner un exemple d'un Iranien qui est devenu très important au XVe siècle en Inde, et c'est Khaja Mahmoud Mahmoud Gavan Gilani. Donc, il est né dans le nord de l'Iran, à Gilan, en 1411. Il appartient à une famille qui a déjà une certaine importance politique en Iran. Mais en fait, il a des difficultés avec les autres élites. Il va sortir donc de sa ville natale, faire des études au Caire et puis à Damas. Et finalement, en 1453, déjà âgé de 42 ans, qui était considéré comme un âge assez mûr à l'époque, il arrive en Inde, à Dabhol, qui est pas très loin de Bombay. Et par la suite, il va donc devenir très important, tout d'abord en tant que marchand. Il a le titre de Malik al-Tojar, ça veut dire le roi des marchands, en quelque sorte. Mais pas seulement ça, il est de plus en plus important à la cour et en tant que quelqu'un qui a une espèce de prestige culturel. Il devient un homme très important à la cour de ce royaume-là, ce qui est le royaume des Bahmanides. Mais pas seulement ça, il est, comme je vous ai dit, très lié avec un certain nombre de milieux, surtout des musulmans mystiques et des soufis. Par exemple, il entretient une correspondance très importante avec Abdurrahman Jami, qui est un des grands écrivains et mystiques de la fin du XVe siècle dans le monde iranien, qu'il essaie de faire venir en Inde. Jami va toujours refuser. Mais il est donc quelqu'un qui continue à avoir cette présence, mais à cheval entre le monde du commerce, où il a commencé, mais puis il va devenir un acteur politique. Donc il est quelqu'un qui va combiner ces deux, utilisant, si vous voulez, le commerce comme tremplin pour rentrer dans le monde politique, comme il a les moyens, et comme il a aussi des ressources qui ne sont pas négligeables, parce que on sait que, par exemple, il était quelqu'un qui était très impliqué dans le commerce des chevaux. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très utile si on a l'intention de poursuivre une carrière militaire. Et voilà, donc on le sait très bien parce que, heureusement pour nous, on a ses lettres. On a une collection de ses lettres qu'il a écrit à plusieurs personnes, des membres de sa famille. Par exemple, il a laissé un frère au Caire, il a des enfants à Hormuz et ailleurs, et donc il a tout un réseau familial, et ces lettres qui sont dans cette collection qui s'appelle le Riyaz al-Insha, ce sont des lettres où on peut reconstruire donc ces réseaux. Mais on sait aussi que c'est quelqu'un, par exemple, qui était très intéressé par les esclaves militaires. Donc il faisait venir des esclaves turcs et persans qu'on faisait acheter à Hormuz pour donc faire partie de son entourage en Inde. Et ces gens-là donc deviennent de plus en plus importants pendant les années 60 et 70. Et finalement, il va perdre parce qu'il devient un peu trop confiant, il pousse un peu trop loin et finalement il sera exécuté par le roi qui était son maître en 1481. Mais pendant à peu près 30 ans, c'est lui qui va dominer toute cette région, et c'est le premier grand figure, si vous voulez, d'un Iranien qui vient s'installer en Inde pour transformer les atouts, si vous voulez, les capitaux littéraux en capitaux politiques. C'est ce qu'il va réussir à faire. Mais ce n'est que le début. En fait, ça, c'est parmi les bâtiments qui nous restent, même aujourd'hui, les ruines d'un madrasa qu'il a fait construire à Bidr, dans la région,
qui était donc censé être là pour l'éducation des élites musulmanes dans la région. Et c'était justement dans ce madrasa qu'il voulait faire venir Jami pour enseigner et qu'il a refusé. Alors, donc, vous voyez, juste pour être clair, je vous ai mis ici quelques-uns des mots-clés, la terminologie qu'on utilise, qu'on trouve, par exemple, très souvent, si vous regardez les lettres de Mahmoud Gavan ou d'autres. Donc, souvent, on parle des marchands, parce que c'est un milieu, aussi un milieu marchand, les tajir, ou dans le pluriel, les tujar. Donc, vous voyez que son titre, par exemple, était Malik al-Tujar. Puis, on a quelqu'un comme lui, a certainement un réseau d'agents. Parfois les membres de sa famille, parfois des employés, parfois des esclaves. Donc, mélange des trois. Et ce qu'on utilise, par exemple, ce sont des gens qu'on appelle vakil ou gumashte. Et ces gens-là sont censés être donc formés, pas seulement dans les belles lettres, en fait, pas tellement dans les belles lettres, mais surtout, par exemple, dans la comptabilité, le MCA, comme on l'appelle. Mais parfois, parmi ces gens, il y a des gens qui sont mieux formés que les autres, qui sont capables d'écrire des lettres, de la poésie, et ainsi de suite. Donc ça, c'est en gros ce qu'on appelle Insha, comme le titre de son texte à lui, Riyazul Insha. Et les gens qui pratiquent l'Insha, ce sont les munshi, les scribes, les secrétaires, et souvent dans ce monde-là, le monde qui traverse le monde, disons, des marchands et le monde politique, c'est justement cette espèce de personnage de munshi qui devient essentiel. Et puis, je voulais juste mentionner 2-3 autres choses. Souvent, ces gens sont identifiables par ce qu'on appelle leur nisba, c'est-à-dire ils utilisent souvent un mot qui est une indication de lieu ou de clan d'origine. Donc, par exemple, si vous venez de Téhéran, donc vous vous appelez Tehrani. Et si vous venez de Shiraz, vous vous appelez Shirazi, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est assez facile à repérer, les lieux d'origine, parce que c'est aussi une façon de signaler l'appartenance. Et par exemple, on parle souvent de ce qu'on appelle les hamshaher, c'est-à-dire quand on arrive dans une terre étrangère, on va chercher tout de suite les autres gens qui viennent de la même ville d'origine pour se mettre en contact avec eux, et parce qu'on a cette notion de la solidarité. Donc, on a une espèce de solidarité qui vient d'être, disons, plutôt iranien que turc. Mais même à l'intérieur de ce monde iranien, il y a des liens plus spécifiques qui viennent, par exemple, avec les villes. Et puis, il y a aussi la question des clans. Par exemple, il y a des gens qui appartiennent à des clans prestigieux. Et à ce moment-là, on va aussi utiliser ça comme point de référence plutôt que tout simplement les villes. Mais on peut aussi, par exemple, parfois doubler les nisbas. On peut utiliser et un nom de clan et un nom de ville. Et finalement, pour les sources, pour ce genre de choses, il y a quelque chose qu'il faut toujours garder en vue. C'est quelque chose qu'on connaît depuis un certain temps. Ça a été développé notamment par un savant américain, Richard Bullitt, mais par d'autres aussi. C'est-à-dire que c'est très utile d'utiliser comme source les dictionnaires biographiques qu'on a à l'époque. Des dictionnaires biographiques qui sont donc un genre, ce qu'on appelle les tazkira. Et dans ces dictionnaires, c'est normalement des dictionnaires thématiques. Donc, on va choisir un type de personnage. Par exemple, dictionnaire biographique des poètes d'une ville ou d'un royaume. Mais on peut aussi choisir dictionnaire biographique de tous les grands mystiques ou tous les grands soufis. Ou on peut aussi faire, par exemple, un dictionnaire de tous les hommes d'État. Donc, ces textes-là sont hautement utiles parce qu'à partir de ça, on peut voir la construction des réseaux. Dans les entrées qu'on a dans ces dictionnaires, c'est très varié. Parfois, c'est juste le CV de base. On va juste raconter, il est né à un tel endroit, puis il est venu ici, il a fait ceci, il a fait cela.
Mais parfois, si celui qui écrit le dictionnaire est un homme de talent, il peut s'amuser, par exemple, en racontant des salades sur les uns et les autres, en disant, voilà, il a fait ceci, il a eu des scandales, il était très connu pour les relations illégitimes qu'il avait avec les femmes, etc. Donc, dans des dictionnaires, on peut aussi trouver une espèce de registre de données culturelles, de données aussi sociales, au-delà de simples CV, si vous voulez. Donc, avec ces matériaux, là, on passe au XVIe siècle. Au XVIe siècle, on assiste donc à un double changement. Donc, un changement en Inde, et puis un changement en Iran. Le changement en Inde, c'est un changement qui va se produire parce que tout d'abord, en Inde, au XVIe siècle, on va voir s'instaurer l'Empire moghol. L'Empire moghol, qui est le produit d'une conquête faite par un prince timouride venu de l'Asie centrale, Babur, en 1520, mais qui a pris à peu près 40 ans pour se consolider, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion et aussi des rébellions, etc., en gros entre les années 1520 et les années 1560. Mais au bout de 40 ans, en fait, on va se voir consolider l'Empire moghol, qui commence comme un empire de l'intérieur, mais puis va devenir un empire maritime avec la conquête du Bengale, et puis la conquête de Gujarat et du Sindh dans les années 1570-1590. Mais puis, dans la région où il y avait cet ancien royaume des Bamanides, là, qui était, disons, le champ d'action de Mahmoud Gawan, qu'on était en train de décrire, il y a aussi quelque chose qui va se passer, qui est un peu l'opposé de ce qui se passe en Inde du Nord. En Inde du Nord, il y a donc consolidation politique. Ici, il y a fragmentation politique. Donc, plutôt que le royaume des Bamanides, on va voir donc 4 ou même 5 sultanats qui sont nés à l'époque entre la fin du XVe et le début du XVIe, et notamment ces 3, qui est Ahmadnagar, Bijapur et Golconde. Je ne vais pas tellement parler de Bidar et de Berar, mais ces 3 sultanats qui vont émerger au début du XVIe ou à la fin du XVe, qui sont donc aussi marqués par leur lien extrêmement fort avec l'Iran. Donc, cette tradition qui est déjà commencée avec les Bamanides va continuer. Donc, vous avez, par exemple, ça, c'est une espèce de portrait dynastique imaginaire, où on a le fondateur de la dynastie de Bijapur avec tous ses descendants. Donc, bien sûr, ils n'étaient jamais ensemble, mais c'est donc cette génération. Mais celui qui est au centre de ça, c'est en fait un Iranien. Il s'appelle donc, il a pris le titre de Yusuf Adel Khan, mais il venait de l'Iran, et il venait justement dans un cadre qui est pour nous maintenant un cadre assez connu, c'était un marchand de chevaux. Donc il arrive en Inde en tant que marchand de chevaux, d'ailleurs c'est un peu plus compliqué, c'était l'esclave d'un marchand de chevaux, devenu marchand de chevaux lui-même. Donc il était d'abord l'agent et l'esclave, puis il y a eu manumission, et puis il est devenu lui-même marchand, et puis il a utilisé l'argent venu de ce milieu marchand pour se faire acheter une armée en tant que seigneur de guerre, et puis à partir de ça, il va pouvoir créer un royaume en prenant un bout du sultanat bahmanide. Et c'est très intéressant de voir ce genre de personnage parce que on a, par exemple, des chroniques qui parlent de lui, parfois des chroniques qui ont été commanditées par ses propres descendants. Mais même dans ces chroniques, on dit souvent que c'était un homme assez rude, peu lettré, mais très fort. Et donc, on dit toujours que c'était un homme qui était, en fait, au départ, c'était une espèce de lutteur. Et il pratiquait quelque chose qui ressemble pas mal à des arts martiaux. Dans le vocabulaire persan, on l'appelle un pahelwan.
Hein. C'est un Pehlevan qui est spécialiste de ce qu'on appelle Yakang. C'est une espèce d'art martial où en fait on est censé utiliser qu'un bras, hein, pas l'autre, pour lutter. Donc c'est quelqu'un comme ça, des origines très humbles, homme fort, puis devenu marchand et finalement devenu sultan. Donc, qui passe par ce processus. Il a donc réussi plus que Mahmoud Gavan, qui lui est resté plus ou moins comme avec des fonctions de ministre, etc., mais qui n'a jamais pu grimper jusqu'au niveau du roi, tandis que celui-ci a réussi. Et en fait, c'est intéressant parce que le XVIe siècle, c'est aussi le moment quand les Portugais arrivent en océan Indien. Et avec l'arrivée des Portugais, on a aussi les sources portugaises. Et voici donc un article qui était consacré par un de nos amis et collègues, le grand historien portugais, Luís Filipe Tomás. Et Tomás, par exemple, il parle justement de la présence iranienne à partir des sources portugaises. Et il a donc identifié un certain nombre de ces gens. Par exemple, cette personne qui s'appelle Youssouf Lahiri, donc c'est toujours quelqu'un qui vient de l'art, et qui était donc présent plus ou moins à l'époque de la conquête de Goa par les Portugais, et qui est resté donc jusque dans les années 1530 un personnage très important avec le titre de Assad Khan, que malheureusement il y a un malentendu. Tomás le traduit comme le Khan Lion, mais en fait ce n'est pas le cas, c'est le Khan fortuné en fait, qui est la bonne traduction. Et alors donc il était tellement bien considéré par les Portugais que le grand chroniqueur João de Barros a même écrit 16 chapitres de sa chronique, plus ou moins centrés sur lui. Alors c'est qui cette personne? C'est quelqu'un qui était donc à l'intérieur de ce sultanat de Bijapur, hein, mais il contrôlait cette ville-là, la ville de Belgaum, qui est une ville en fait qui est plus ou moins voisin de Goa, si vous voyez. Et donc, en tant que voisin de Goa, les Portugais avaient beaucoup de rapports avec lui. On a pas mal d'échanges entre les deux. Et voilà donc ce qui reste aussi de sa présence à Belgaum. Il a construit la forteresse de Belgaum, qui subsiste même aujourd'hui. Et dans cette forteresse, il y a plusieurs choses, y compris la mosquée, qui a été construite par lui, par ce Youssouf Lahiri. Et ça, c'est ce qu'on appelle le masjid de Safa. Et dans cette mosquée, là vous voyez l'intérieur, il y a des inscriptions. Et donc, par exemple, ça c'est parmi les inscriptions qu'on trouve. Donc, par la grâce du pouvoir du maître de la conjonction, possédant les marques de la royauté, dont le siège est haut, dont le trône est comme le ciel et dont la place est à Sidra, un jour de bon augure, par la grâce de ce Khan. Et ça, c'est Asad Khan, donc le Khan fortuné, pas le Khan lion. C'est pas comme vous voyez, Bachar al-Assad, ça c'est le lion. Tandis que ça, c'est pas le même mot, il y a le Aïn au milieu. Une maison a été fondée et achevée de telle sorte que sa porte était la Qibla, etc. Donc, c'est une accession de son importance. Il faut noter que l'inscription est composée et écrite par quelqu'un, Nizamuddin al-Davani, donc manifestement un autre Iranien, qui est venu avec lui. Et on a aussi, en fait, dans la région, son tombeau d'Assad Khan, qui existe même aujourd'hui. Et ce qui est assez curieux, c'est que c'est considéré comme un lieu saint. Donc, c'était un homme fort, c'était un seigneur de guerre, mais c'est considéré comme un lieu saint, et on a même transformé ça. On l'appelle ici Hazrat Pir, donc comme si c'était un grand soufi, tandis qu'en fait c'était un seigneur de guerre. Mais apparemment, si on fait un travail de terrain, ce qui a été fait par un certain nombre de nos collègues anthropologues. Donc vous voyez qu'il est traité comme un homme sain, avec on va changer les
vêtements autour de son tombeau, etc. Ça fait partie d'une espèce de cérémonie, et un cycle de cérémonie comme on a chez les soufis. Et alors, là, ce qui est assez amusant dans son cas précis, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'histoires qui circulent sur lui. Ça, c'est une autre inscription, où il est présenté comme quelqu'un qui était presque un super-homme, capable de faire des choses impossibles, qui avait par exemple une épée qui pesait tellement que personne d'autre était capable de le prendre, qui chaque jour était capable de sauter sur des murs que personne d'autre pouvait faire, etc. Donc il y a toute une espèce d'aspect légendaire de cet homme. Au XIXe siècle, quand les Britanniques ont pris Belgaum, ils étaient très surpris parce qu'ils disaient que ce tombeau était fréquenté pas seulement par les musulmans, mais par les hindous. Et que souvent, les dépenses de ces fêtes étaient payées par les hindous, plutôt que par les musulmans, parce que c'était quelqu'un qui était considéré comme un homme qui avait des pouvoirs miraculeux, que par exemple, les femmes demandaient des enfants à lui, et ainsi de suite. Donc, personnage assez important est devenu plutôt légendaire au-delà du milieu musulman. Alors, pour revenir au texte de notre collègue Tomás, il a en fait développé, à partir des sources portugaises, toute une série de ces noms, qui sont souvent avec ce préfixe de Khaja, qui est un honorifique. Donc, souvent avec des noms identifiables, les Nesba, par exemple, Hormuzi, Gilani, et ainsi de suite. Certains de ces hommes, en fait, ont même laissé des lettres dans les archives portugaises, qu'ils ont donc écrit en portugais, souvent avec des signatures en persan. Donc, on a des traces aussi dans les archives, et pas seulement dans les chroniques. Et il semble que dans toute cette région, ils étaient extrêmement importants. Donc, en gros, on peut dire qu'il y a deux sortes d'Iraniens maintenant au XVIe siècle. Il y a les gens d'origine humble, ces gens qui sont des self-made men, si vous voulez, des esclaves, des gens rudes qui n'ont pas vraiment une formation ni de prestige. Et puis, il y a aussi, quand on avance dans le XVIe siècle, un autre type d'Iranien qui va arriver et qui va s'installer de plus en plus. Et ça, ce sont les gens qu'on trouve surtout à Golconde, donc un peu plus à l'est. Et ce sont donc souvent des gens qui se réclament d'une descendance directe de prophètes. Donc, ce sont des gens qui sont des saïds, ou des pseudo-saïds, parce qu'en fait, un des résultats de la conquête mongole de l'Iran, c'est que les généalogies ont été détruites. Donc, par la suite, il y a beaucoup de gens qui se sont fait réinventer des généalogies, bien sûr pour le mieux et pas pour le pire. Et donc, ils se disaient descendants de prophètes. Donc, là, vous avez dans ces deux livres, l'un qui est d'un archiviste autrefois de Hyderabad, Ziauddin Shakeb, et l'autre qui est le catalogue d'une exposition à la Metropolitan Museum. Donc, vous voyez, en fait, il y a pas mal de discussions portant sur ces élites de Golconde, y compris ces saïds venus de l'Iran. On sait qu'ils avaient des liens assez forts avec les sultans du Golconde. Et alors, là, c'est aussi intéressant de voir une espèce de contraste. Vous voyez que le sultan de Bijapur était cet ex-esclave marchand de chevaux. Mais les sultans Qutb Shahi étaient des princes venus de l'Iran. Donc, ils se sont déplacés à la fin du XVe, début du XVIe siècle, qui appartenaient à la dynastie iranienne des Karakoyunlu, et donc ils se sont installés avec déjà une généalogie, avec pas mal de prestige. Donc, il y a plusieurs voies possibles. Il y a une voie possible qui est, si vous voulez, la voie d'en bas, et puis il y a cette autre voie où on a, pour prendre une terminologie un peu plus bourdieusienne, on peut dire qu'ils avaient une espèce de capital symbolique déjà, quand ils sont arrivés. Et ce n'est pas comme s'ils ont eu besoin de tout construire depuis le départ. Ils sont donc avec cette espèce de capital qui peut se promener de l'Iran
en Inde et dès qu'on dit on est de telle et telle dynastie, c'est reconnaissable et c'est transportable. Et ça, c'est le cas donc des Qutb Shahi de Golconde. Et c'est chez eux qu'on va voir donc dans cette région qui est plus à l'est, et notamment, je parle de la région où aujourd'hui on a donc la grande ville de Hyderabad. Donc, c'est là qu'on a cette présence des Sayyids, venus de l'Iran de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Ça, c'est le daïra de quelqu'un qui est probablement un des Sayyids les plus importants, Mir Muhammad Momin Astrabadi. On dit que c'est lui qui était l'architecte de Hyderabad. C'est pas sûr, mais au moins la légende veut que c'est lui qui a plus ou moins dessiné les traits de la ville à la fin du XVIe siècle. Là, si vous allez derrière, donc, vous avez donc par exemple son tombeau à lui, mais autour, en fait, il y a une espèce de... donc, ce sont des gens qui sont venus du nord de l'Iran, pour l'essentiel, du bord de la mer Caspienne, surtout de cette région, en gros, entre Ardabil et en passant jusqu'à Damghan et ainsi de suite, quelques personnes de Qazvin. Donc, surtout des gens venant du nord. Et là encore, c'est intéressant parce qu'on peut faire le contraste. Les humbles esclaves et autres sont souvent des gens du sud. Ils sont souvent des gens de ce qu'on appelle le Garm Sirat. C'est la région très chaude, pas loin de Hormuz, dans cette région de l'Ar et tout cela. Donc, vous avez, si vous voulez, une espèce de combinaison de géographie et d'origine sociale. Les gens humbles viennent du sud, des milieux plus difficiles, et les Sayyids viennent du nord. Et voilà, donc il vient donc de Gilan, de Mazandaran, d'Astrabad. Et voilà, si vous vous promenez dans cette nécropole autour de Mir Muhammad Momin, vous allez trouver pas mal de ces Sayyids à droite et à gauche, les mêmes familles, mais aussi des familles assez diverses. Il faut un jour que quelqu'un fasse une espèce de dictionnaire biographique des gens qui sont enterrés là-dedans, qu'on peut faire correspondre plus ou moins au Tazkira. Alors donc, c'est quelque chose qui m'a occupé depuis un certain temps. J'ai écrit par le passé 2 articles portant sur le sujet, un article un peu schématique portant sur comment les Iraniens, au XVe, XVIe, XVIIe siècle, ont commencé à se répandre par l'océan Indien occidental. Pour quelles raisons? Et dans cet article, j'avais proposé qu'il y avait au moins 2 raisons. Des raisons dans leur pays d'origine, en Iran, parce qu'il y avait un certain nombre de difficultés, y compris des difficultés religieuses, parce qu'à l'époque, au XVIe siècle, en Iran, il y avait de plus en plus l'assertion chez les Safavides d'un certain type de chiisme, et donc les gens qui n'étaient pas en accord avec ce point de vue-là étaient souvent obligés d'abandonner l'Iran pour partir ailleurs. On connaît un certain nombre de cas. Puis il y a aussi le fait que, après tout, l'Inde représentait en termes simplement de richesse et simplement en termes de ressources quelque chose d'assez attirant. Parce que il faut quand même comprendre que les revenus, les ressources, etc., étaient beaucoup plus importants de ce côté-ci. Il y a même de la poésie écrite par les Iraniens au XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, où on dit on n'a pas besoin d'aller à la Mecque, l'Inde est devenue la Mecque pour nous, parce que c'est là où on fait fortune. Donc, bien sûr, il y avait aussi des gens qui n'aimaient pas l'Inde parce qu'il y avait trop de kafirs, il y avait trop de non-musulmans. Mais donc il fallait trouver l'équilibre entre ce dégoût pour un milieu religieux qui était un peu trop hétérodoxe et le désir de faire fortune. Et c'est ce qu'on voit. Mais ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que même s'ils sont vraiment très très forts dans le Décan, ils ont aussi su pénétrer l'Inde du Nord. Et c'est quand même important qu'il y a quelques familles d'Iraniens qui sont devenues extrêmement importantes
dans l'Inde du Nord au début du XVIIe siècle. Ça, c'est la famille la plus connue. C'est la famille de Tehrani, dont le fondateur en Inde, c'est Etemad-ud-Dawla, Mirza Ghias Beg. Mais sa fille, donc Mehrun-Nisa, s'est mariée avec l'empereur Jahangir. Et puis sa petite fille va se marier avec Shah Jahan. Et donc, en fait, c'est elle qui est à l'origine de Taj Mahal. Parce que c'était à sa mort que Shah Jahan va construire cet édifice très, très connu. Mais tout cela, ce sont des gens de la même famille. Et sont donc des Iraniens d'ailleurs chiites probablement, mais néanmoins qui ont su pénétrer cette cour moghole, qui elle était en fait pour l'essentiel dominée par les sunnites, mais assez hétérodoxe dans ses goûts. En fait, il y a donc un savant japonais qui a fait cette espèce de liste pour voir dans quelques dictionnaires biographiques si on pouvait identifier les lieux d'origine de ces gens. Ce n'est pas un échantillon très très large, mais on voit qu'il y a un mélange assez intéressant des gens venus de l'Est, de Khorasan, Mashhad, Nishapur, Yazd, etc. Et puis il y a des gens venant du Nord, et ainsi de suite. En fait, malheureusement, on n'a pas fait le même champ de travail pour le Deccan. On a un cas assez particulier qui va en quelque sorte réunir ces deux tendances, qui va commencer dans le Deccan et puis passer chez les Moghols. Ça, c'est le cas d'un Sayyid qui s'appelle Mir Mohammad Sayyid Ardestani. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un qui vient de ces pays du Nord. Et il est donc au centre-nord. Il est né à Ardestan et il dit qu'il a eu des difficultés avec le Cheikh al-Islam, donc c'est des querelles d'ordre religieuse probablement. Il a abandonné donc l'Iran, il vient s'installer dans le Deccan, toujours comme marchand de chevaux, mais il est aussi joaillier et marchand de joyaux. Donc il vient s'installer vers 1630. Il devient donc commerçant de diamants, fermier des mines, parce qu'il y a des mines de diamants assez importantes dans cette région de Hyderabad. Et puis il monte dans l'hierarchie politique. Il a donc des responsabilités de plus en plus importantes dans les régions côtières. Et finalement, il devient aussi chef de guerre. Donc, des gens qui sont assez polyvalents, qui peuvent jouer sur le tableau de marchands, de chevaux, de joailliers, mais aussi devenir un autre jour, comme je vous ai dit, Mir Jumla. Donc, il est le chef de l'armée, il mène des campagnes, il devient l'administrateur d'une partie de Golconde. Mais puis, il va donc, un beau jour, décider d'abandonner ses maîtres et aller au service des Moghols. Donc, il négocie avec Aurangzeb, le prince moghol qui est le gouverneur de Deccan, et il passe donc au service des Moghols. Les Moghols l'envoient dans les campagnes en Inde orientale, et c'est lui, donc, en fait, qui a en partie fait la conquête de Coach Bihar et d'une partie de Assam pour les Moghols dans les années 1650-1660. Il va finalement donc mourir dans l'Assam, justement, en mars 1663. Donc ça, c'est le récit de joaillier Jean-Baptiste Tavernier qui est allé le voir. Et Tavernier, par exemple, il parle de comment, en fait, il est allé voir Mir Jumla, qui était le Nawab au Grand Vizir, parce que tout ce qu'il n'a pas vu ou qui ne lui a pas agréé ne se montre pas au roi. Donc c'est une espèce de passage obligatoire. Et comme, bien sûr, Tavernier était lui aussi marchand de diamants, c'était un intérêt partagé entre les deux. Et il décrit avec force détail le faste et l'importance de cet homme qu'on voit aussi dans ces miniatures. À gauche, une miniature persane et l'autre, une miniature un peu hybride. En fait, parce que le commanditaire était européen, même si le peintre était indien. Donc, un personnage donc, qui est assez typique de cette époque. C'est plus ou moins la région d'activité de Mir Mohammad Sayyid
dans les années 1640, 1650, avant qu'il passe. Chez les Moghols, il est quand même quelqu'un qui a eu énormément de pouvoir et énormément de ressources. Et ça, c'est les employés de la Compagnie anglaise des Indes qui sont en train de le décrire en disant « The whole kingdom of Golconda is governed by him, of whom the people stand in fear and subjection unto as to the king himself. The revenues that he yearly brings the king in amounts unto 100,000 pagodas. Also, he has conquered and subjugated the major part of the kingdom of the Karnata, et ainsi de suite. Et aussi, il parle de comment he had of his own proper 4,000 horse, 300 elephants, 400 or 500 camels and 10,000 oxen. Et puis, il a aussi, bien sûr, le commerce externe concerning foreign negotiations, he had trade too, ainsi de suite. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui continue à faire le commerce tout en étant une espèce d'homme de pouvoir et un seigneur de guerre. Ça, c'est une petite lettre assez amusante et très hypocrite qu'il va écrire au roi de Golconde, au même temps qu'il est en train de négocier avec les Moghols. Donc là, il dit, c'est une lettre très humble et où il dit que, en fait, il a plutôt envie de partir, de tout abandonner et faire le pèlerinage à la Mecque. Je vous demande permission pour me rendre à la Mecque. Comme je suis bien avancé en termes d'âge, je ressens des signes de fatigue et de maladie. Je n'ai plus la capacité de m'occuper des affaires de ce monde. Et bien sûr, il est en train de préparer un départ chez les Moghols. Voilà, donc cette espèce de personnage qu'on peut suivre à l'époque. Mais ce qui est intéressant, et je vais terminer sur ce point-là, c'est que finalement, l'Inde n'était pas la frontière, la dernière frontière pour ces personnes. C'était bien sûr très important pour eux. Mais finalement, quand on suit les personnes au XVIIe siècle, on se rend compte qu'ils ont finalement décidé aussi d'utiliser l'Inde en tant que tremplin pour aller plus loin encore. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si connu que ça, parce que vous voyez que quelqu'un comme Mir Mohammed Saïd avait des liens avec toute l'autre rive du golfe de Bengale. Mais ce n'est pas seulement lui. Il y a d'autres Iraniens aussi. Et le résultat de ça, c'est que quand on arrive vers la deuxième moitié du XVIIe et surtout le dernier quart du XVIIe siècle, on voit les Iraniens apparaître dans des régions du monde un peu inattendues, vraiment. Par exemple, ça c'est un texte, le Safina Soleimani, qui est le récit d'un ambassadeur iranien envoyé au Thaïlande. Donc, le roi Safavid a envoyé un ambassadeur parce que le roi de Thaïlande a envoyé, d'ailleurs, comme il a fait, il a envoyé aussi un ambassadeur à Louis XIV, mais il a envoyé un ambassadeur en Iran en demandant que les Iraniens établissent une présence permanente à sa cour. Et pourquoi? Alors, ce texte, écrit par l'ambassadeur qui s'appelle donc Mohammad Rabi, quand l'ambassadeur arrive au Thaïlande, donc à l'époque, Bangkok n'est pas très important, il y a une autre ville qui s'appelle Ayutthaya, qui est la ville capitale de Thaïlande, il est très étonné de voir qu'en réalité, les Iraniens sont devenus un élément très important dans le système politique. Et c'est qui ces Iraniens? Ce sont des Iraniens de l'Inde. Donc, pas des Iraniens venus directement de l'Iran, mais les gens qui sont parfois de la deuxième génération, déjà installés dans le Décan, et puis qui ont décidé d'aller chercher un peu ailleurs aussi. Voilà, donc, qui sont là, vous voyez, à Ayutthaya, et puis ils sont aussi présents dans toutes ces villes portuaires et ces centres, Phetchaburi, Tavoy, Mergui, Tenasserim, et ainsi de suite. Donc, plus ou moins présents dans le système politique et le système commercial. Donc, ils ont essayé de reprendre plus ou moins le cadre qu'ils avaient défini dans le Décan pour essayer de le faire, encore une fois, ailleurs. Et c'est quelque chose qui est donc... on a des témoignages venus de ce texte-là, mais pas seulement les Européens qui étaient dans la ville d'Ayutthaya
à la fin du XVIIe siècle. Eux aussi, ils parlent pas mal de ces gens. Et il y a notamment deux grands personnages. Il y a Abdelrazak Ghelani, et il y a un autre qui s'appelle Aka Mohammad Astarabadi. Donc, ces deux qui sont devenus des gens très importants, ils ont dit qu'ils ont même essayé peu à peu d'acculturer le roi de Thaïlande. En faisant quoi? Par exemple, en lui disant qu'il fallait qu'il porte le turban iranien. Qui de temps à autre, au moins qu'il porte des espèces de vêtements à l'iranien, un peu ce qu'on appelle en Inde les sherwani. Donc, on lui a dit qu'il fallait manger de l'agneau, qui n'était pas tellement dans ses habitudes. Et finalement, on a même proposé qu'on ferait une version abrégée en thaï de Shahnameh de Ferdowsi, ce que malheureusement n'a pas survécu. Donc, avec toute cette idée de faire venir le roi Narai vers la culture persane, mais finalement, malheureusement, ça n'a pas donné un bon résultat parce qu'il y a eu une espèce de rébellion à la fin des années 1680. Le roi a été tué et les Iraniens en général ont été massacrés. Donc, en fait, ils ont eu moins de succès là qu'en Inde, mais c'était quand même une tentative qu'on voit. Et pas seulement ça, en fait, ce qui est assez curieux, et je vais terminer là, c'est qu'à partir de Thaïlande, ils ont même essayé de pénétrer le Japon. Et ça, c'est assez intéressant. Parce qu'il y avait, vous savez qu'à partir des années 1640, normalement, on dit que le commerce du Japon est fermé. C'est l'idée de Sakoku. Donc, l'idée que les Japonais n'ont plus de contact avec le monde occidental. Mais ils avaient toujours du commerce avec le monde oriental. Des Chinois continuaient à venir là. Il y avait aussi des Thaïs, il y avait les Vietnamiens, et ainsi de suite. Et donc, dans ces contacts entre la Thaïlande et le Japon, on voit donc ces gens-là. Voici un petit article écrit par un de nos collègues, Nagashima Hiromu, portant sur l'arrivée de ces Iraniens qui ont une vie prodigal life in Nagasaki, avec une maison et avec des serviteurs japonais et ainsi de suite. Et il y a même une mention dans un petit texte, le Yakushi Jotanwa, dans lequel on dit qu'à partir des années 1630, les marchands persans d'Ayutthaya commencent l'importation de la soie chinoise et vietnamienne au Japon. Mais dans les années 1660, il y a même des choses venant du Bengale et ainsi de suite. C'est intéressant de voir qu'un manuel pour les interprètes japonais, compilé en 1696 par l'interprète de la langue tonkinoise, s'avère très intéressant parce qu'il y a ce qu'on appelle la langue des Morus, donc des morts, des musulmans, avec une liste de 1200 phrases et mots. Il y a donc 30 phrases en hindi-ourdou et les autres en persan. Et si on regarde par exemple dans ce vocabulaire le genre de phrases qu'il y a par exemple cette phrase « N'êtes-vous pas en réalité un Européen qui est allé en Perse, y a résidé assez longtemps, appris la langue persane, adopté les vêtements du persan afin de pouvoir venir au Japon en prétendant être persan ». Donc ça, c'est le genre de question qu'il faut poser. Et donc l'autre phrase « Après avoir abandonné mon pays en telle et telle année, je suis allé au Sion et après quelques années encore, j'ai pris un bateau de Sion au Japon ». Donc en fait, on a un peu peur de ces gens qu'ils soient une espèce de cinquième colonne des Européens qui font semblant d'être iraniens, mais qui sont en réalité autre chose. Mais même si c'est jamais devenu le même genre de processus qu'on a eu en Thaïlande, c'est quand même intéressant de voir jusqu'où ils sont allés, plus ou moins. Ça n'a pas donné grand-chose, en fin de compte, au Japon, mais c'est quand même un horizon assez lointain de l'Inde. Donc, du coup, on se rend compte que l'Inde était, bien sûr, très important, très stable. C'est resté assez important. L'autre jour, j'étais en train de discuter avec un collègue spécialiste de l'histoire du Pakistan, et il m'a dit que, par exemple, au début de l'existence du Pakistan, l'industriel le plus important au Pakistan, c'était un monsieur Esfahani. Donc, un Iranien,
d'une famille venue de l'Iran, là, au début du 19e siècle, très ami, et d'ailleurs, ça c'est aussi intéressant de voir, parce qu'on a publié la correspondance qu'il avait avec Jinnah. Il était un ami personnel de Jinnah, et donc il était très impliqué dans plusieurs choses, y compris le commerce de jute. Et il était donc aussi important à Bombay qu'à Calcutta. Et puis, après 1947, il s'est installé au Pakistan. Donc, c'est un lien assez durable. Bien sûr, au XXe siècle, on n'est plus seigneur de guerre. On n'a plus cette capacité de monter et grimper jusqu'à la tête du système politique. Mais on a toujours les traces de ce qui est donc ce système mis en place à l'époque moderne, entre le XVe et le XVIIe siècle. Je vous remercie.